Babbler, c'est un projet qui a commencé il y a 7 ans, donc j'étais à peine diplômée. Et je cherchais une bonne idée de business. Et pour trouver une bonne idée de business, je cherchais un bon problème à résoudre. Et puis voilà, à la fin de mes études, par hasard, en discutant avec ma sœur qui, elle, était attachée de presse et en la regardant travailler, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas encore d'outils, en tout cas sur le secteur des relations presse à l'époque. C'était au tout début de la grande ère de la digitalisation des entreprises et des secteurs d'activité. Et puis qu'elle passait beaucoup de temps à appeler les journalistes et à les relancer manuellement au téléphone. Et donc du coup, je lui ai posé la question, mais comment tu fais maintenant qu'il y a les blogueurs, les influenceurs, les journalistes, tu n'as plus juste un petit carnet d'adresses de 50 contacts, est-ce que tu as des outils que tu utilises pour gérer tes relations avec tes journalistes? Elle me dit non, j'ai juste Excel et mon numéro de téléphone et c'est tout, quoi. On fait du mailing, on utilise WeTransfer pour partager des fichiers, mais on n'a pas encore d'endroit où nourrir ses relations. Et du coup, ça m'a créé l'idée de faire comme un Twitter, donc un fil d'actualité, mais uniquement pour les journalistes, qui serait alimenté par les entreprises elles-mêmes et par leurs DIRCOM, leurs responsables presse, avec du contenu presse adapté par rapport à leur domaine de rédaction, ce qui leur permettrait d'interagir plus simplement. D'accord. Donc c'est de là que l'idée de départ est venue. Donc finalement, juste après ton école, tu avais tout de suite envie d'avoir un projet entrepreneurial. Ouais. C'était... D'accord. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui me motivait parce que j'avais surtout envie d'innover. Et le meilleur moyen de le faire, c'est via l'entrepreneuriat. Et ma dernière année d'études, je l'ai fait chez Microsoft pendant 1 an. Et puis travailler dans un gros groupe qui était aussi dans la tech, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué pour moi de bouger les lignes ou de pouvoir en tout cas innover ou changer des choses. Donc très vite, je me suis dit, bon allez, je lance ma boîte. Et voilà, donc tu en es là, donc au bout de 7 ans. Donc les grandes étapes un peu de Babbler, tu peux nous en parler? Les grandes étapes, la première grande étape, c'est on a tous des bonnes idées. Après, avoir une bonne idée et vraiment s'investir tous les jours et le faire, il y a quand même un gap. Donc la première étape, c'était, j'ai au téléphone ma sœur qui me dit « Ah ouais, trop bien comme idée ». Et 1 an plus tard, où je passe quand même 1 an à faire des business plans, à travailler sur le projet, à rencontrer des gens, à faire des études, etc. Et avoir vraiment un projet construit, abouti, très clair de là où je voulais aller. Donc la première étape, c'était de l'idée à la concrétisation business plan de cette idée. Et ça a mis, 6-8 mois. Et j'ai intégré un incubateur. Et une fois que j'avais vraiment quelque chose de prêt à être pitché pour aller convaincre des investisseurs, là, j'en ai parlé à ma sœur et on a vraiment commencé là, à rencontrer des gens et à se lancer dans le projet. D'accord. Donc ça, c'était la première étape, donc se décider et y aller vraiment avec quelque chose d'abouti, de vérifié et pas juste à l'aveugle. Et puis, une fois qu'on avait dit ce business plan, qu'on avait bien modélisé ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, ni elle ni moi ne savions coder. Donc, il nous fallait assez rapidement des ressources techniques. On ne générait pas encore de chiffre d'affaires. Donc, au début, j'ai cherché à m'associer à un CTO, à un ingénieur qui pourrait rentrer dans la boîte et commencer à développer pour nous. C'était assez compliqué de convaincre un ingénieur de rejoindre 2 filles qui faisaient 0 € de revenus, travailler gratuitement pour elle pendant 1 an. Donc du coup, on a dû aller chercher des fonds et faire ce qu'on appelle le seed, donc aller pitcher des business angels pour de quoi financer en tout cas le développement de la plateforme. Donc ça, c'était la deuxième étape. On a trouvé 50 000 € qui nous ont permis de travailler avec des développeurs en Inde pour créer ce premier proof of concept de la plateforme. Et puis une fois qu'on avait ce proof of concept, commencer à mettre des utilisateurs dessus. Donc la première, c'était Sarah, elle était attachée de presse, c'était mon associée, donc c'était la première à s'en servir, elle, pour le compte de ses clients. Et puis, quand j'ai vu que ça fonctionnait bien sur elle, qu'on avait un peu itéré sur son cas, son agence, là, on s'est rendu compte qu'il fallait créer une vraie marketplace et faire venir beaucoup plus d'entreprises pour faire venir plus de journalistes, etc. Et donc, la deuxième étape, ça a été de le relever ensuite 200 000 €, d'intégrer un CTO et là, de le vendre comme un SaaS et plus comme un service d'agence qui avait cet outil d'optimisation, quoi. Et donc là, on est au bout de combien d'années là, et là, au bout d'1 an et demi. 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, on avait levé 250 000 € et ensuite on a intégré une équipe technique et là on a vraiment commencé à le vendre comme un SaaS, un pur SaaS, et à le développer sur différents secteurs. Donc on avait commencé par trouver des journalistes mode et des clients mode et ensuite on a dupliqué sur des journalistes beauté avec des entreprises beauté, sur le sport et aujourd'hui on a 25 thématiques, 25 secteurs d'activité qu'on couvre sur la plateforme. Donc
Voilà, donc quand même une belle réussite et donc beaucoup de clients finalement finalement une fois que la plateforme a été vraiment avec elle, CTO intégré, ça s'est vraiment démultiplié et ton business a vraiment pris. Ouais, au début, on leur a dit venez gratuitement. Ce qu'il me fallait, c'était un peu la poule et l'œuf. Il me fallait d'un côté des journalistes, de l'autre côté des entreprises. Donc, j'ai commencé par avoir l'offre, donc les contenus, les communiqués de presse et aller chercher des entreprises. Je leur ai proposé gratuitement. Ensuite, j'ai été chercher des journalistes pour qu'ils viennent consulter ces contenus et qu'ils soient intéressés. Et dès qu'il y a eu des métriques et de l'engagement et des résultats pour les entreprises, je leur ai proposé de passer en payant. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à générer du chiffre sur le SaaS au début. D'accord. Donc c'est un système d'abonnement en fait maintenant. C'est un système d'abonnement qui est récurrent. D'accord. Ouais. Et au niveau de la concurrence ou du marché, quelle est en fait finalement ta proposition de valeur que tu vends à tes clients? Avant qu'on arrive sur ce secteur-là, les seuls outils qui permettaient à une entreprise d'obtenir des articles dans la presse et donc d'entrer en contact avec des journalistes, c'était des bases de contact de journalistes. Donc ils faisaient des exports Excel et ils envoyaient des emailings à des listes de journalistes. Du coup, les journalistes se retrouvaient spammés, répondaient plus forcément, étaient plus trop réactifs. Donc le taux de réponse d'un journaliste sur sa boîte mail, c'était de l'ordre de 3%. Et donc nous, la problématique qu'on voulait résoudre, c'était qu'on voulait permettre aux entreprises, aux journalistes de reprendre contact en sortant de l'email et sur une plateforme dédiée, professionnelle, fiable, qui leur permettrait de travailler plus simplement, de télécharger directement les contenus, de générer des notifications côté entreprise pour qu'ils soient au courant. Donc on a travaillé pas mal de features comme ça, très métiers avec les journalistes et les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une offre qui était différenciante. Donc nous, on est arrivé sur le marché en disant aujourd'hui, vous mettez des heures et des heures à contacter les journalistes, vous avez très peu de réponses. Et sinon, si vous passez par d'autres services, ça peut coûter cher ou vous n'avez pas forcément une garantie de résultat. Avec Babbler, vous pouvez simplement identifier les journalistes de vos secteurs, entrer en contact avec eux, créer vos contenus, avoir une newsroom clé en main en 5 minutes. Et tout ça, c'était du gain de temps dans les process des entreprises. Donc on targetait à la fois les petites startups qui n'avaient pas forcément de budget pour recruter en interne une attachée de presse et le gérer en interne. Donc elles avaient un outil simple. Et à la fois les grosses boîtes qui avaient beaucoup d'actualités, beaucoup de contenu, beaucoup de contacts et qui cherchaient un moyen plus optimal de le partager avec les journalistes. D'accord. Et aujourd'hui, donc là je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus global. Qu'est-ce qui fait pour toi une très bonne campagne média? Alors, ce qui fait pour moi une bonne campagne presse, c'est la pertinence du contenu et la créativité du contenu. Un journaliste, des histoires, il en reçoit des centaines par jour. Lui, ce qu'il veut, c'est une histoire qui soit unique, différente, avec un angle qui va lui parler par rapport à lui, sa ligne éditoriale. Donc, c'est l'histoire qu'on va raconter aux journalistes, c'est le contenu lui-même qui est le plus important. Donc travailler une histoire qui a du sens, que leur audience n'a pas l'habitude d'entendre ou d'écouter, quelque chose qui va capter en tout cas leur attention pendant 3 minutes où ils vont lire cet article dans le métro depuis leur téléphone. Donc tout part du contenu lui-même et de l'histoire que vous allez raconter aux journalistes. Après, il y a d'autres choses qui vont intervenir, c'est quel journaliste je vais cibler, comment je vais m'adresser à lui. Donc aller chercher la bonne personne, lui apporter le sujet d'une façon pertinente. S'il ne me répond pas une fois, c'est pas grave, je le rappelle, j'utilise Twitter ou LinkedIn. Mais essayer en tout cas de partir d'un contenu pertinent et ensuite de l'adresser à la bonne personne. Tu as répondu un peu à une de mes questions parce que c'était aussi comment toucher ces fameux journalistes qui sont sursollicités de contenu et comment, quand ils reçoivent, je sais pas, 50 mails, comment, je sais pas, ne serait-ce qu'en accroche ou pour lire ce contenu qui peut sortir du lot, si tu aurais, je sais pas, une petite astuce ou quelque chose pour toucher ces journalistes? Moi, quand j'ai fait mes propres RP, par exemple, moi-même pour Babbler, dans tous les articles qu'on a obtenus, à chaque fois, je m'adressais aux journalistes. Bon, le journaliste, il n'a pas de temps. Déjà, globalement. Donc lui, en 1 minute, il catch de quoi il s'agit, est-ce que ça va m'intéresser ou pas, est-ce que ça vaut le coup que je réponde à cette personne. Donc dans l'objet et dans le mail lui-même, il faut être très court, très concis, montrer qu'on sait à qui on s'adresse, on sait ce que lui, ce qui l'intéresse et de quoi il parle habituellement dans son média, et trouver un angle différenciant, intéressant pour le capter et capter son audience.
Donc moi, je recommanderais d'être court, impactant, avoir un propos différent et montrer qu'on s'est intéressé déjà avant de contacter le journaliste de comment il s'appelle, pour quels médias il travaille, quelle est leur audience, quelle est leur ligne éditoriale, pour lui proposer un contenu adapté. Donc un storytelling adapté aux journalistes. Exactement. Voilà, bien et précis. après, il y a aussi quelque chose que les journalistes raffolent et adorent, c'est l'exclusivité. Donc quand on apporte une actualité, le journaliste, il ne veut pas qu'il y ait déjà 1000 médias qui l'aient couvert. Donc lui, il veut le couvrir d'une façon différente ou être le seul à le couvrir. Donc on a fait aussi pas mal de création de contenu exclusif pour un média en particulier. Donc, je ne sais pas, produire une infographie sur le comportement des journalistes sur les 10 dernières années, par exemple, et le proposer en exclusivité à un seul média. Ça, c'est quelque chose qui a une grande valeur pour le journaliste et qui va retenir aussi son attention. Donc, ça aussi, ça nous a pas mal aidé de capitaliser sur des médias cibles avec du contenu exclusif. Ok. Et donc, j'ai pu voir aussi que vous êtes développé aux États-Unis. Est-ce que le marché est comment fonctionne le marché là-bas? Est-ce que c'est vraiment différent par rapport à la France ou pas? Comment tu nous, on était présents pendant 3 ans à New York. D'accord. Donc, quand on est un SaaS et qu'on peut vendre à des milliers de personnes depuis un garage, par exemple, c'est bien de vite sortir, de montrer qu'on peut scaler son produit et de pouvoir aussi le vendre à l'étranger. Et le marché qui était le plus intéressant pour nous, pour les PR, c'était le marché américain. Et ce qu'il y a de très différent, c'est que les ventes, elles se faisaient, vu que tout le monde c'est un marché qui est très grand, qui est très éclaté, tout se fait online, tout est automatisé. Donc nous, nos commerciaux en France, ils prennent le temps d'aller rencontrer le client, de lui faire une démo, etc. Là, c'est bon, j'ai 5 minutes, je suis au téléphone, il faut que tu trouves un système 100% online pour acquérir des clients. Donc ça, c'était quelque chose de très nouveau. Donc on a fait beaucoup d'automation à tous les niveaux de la boîte pour pouvoir vendre 100% online, sans rendez-vous physique ou sans contact physique. D'accord. Et ensuite, oui, c'est des prises de décision qui sont peut-être plus rapides mais plus violentes. Comme ils sont sursollicités aussi, il faut redoubler d'efforts pour faire sa place. Donc c'est des comportements qui sont différents. Je trouve que c'est un accélérateur de réussite ou d'échec ou de réponse, même si ça peut être parfois un peu agressif, plus pushy, plus direct. Je trouve que c'est plus vivant et plus dynamique. En tout cas, c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée. D'accord. Et eux, ils sont quand même... Ils sont touchés par ce storytelling ou eux, vraiment, c'est straight up print et basta? Sur de la vente pure, oui, il faut vite que je lui explique qu'est-ce que je fais, quel est son intérêt pour lui de m'acheter, oui, tu veux m'acheter, non. Donc, il faut vraiment être très concis et très rapide. Après, dans nos campagnes médias aux États-Unis, là, le storytelling était hyper important et on l'a peut-être plus travaillé, vu que personne ne nous connaissait là-bas et qu'on n'était rien. Il fallait on raconte notre histoire. Et comment tu t'y es pris pour pour faire un bon storytelling de ton histoire? Non, j'arrivais sur le marché avec quelque chose qui n'existait pas aux États-Unis. Donc, on n'avait pas de concurrents. Donc, déjà, on avait quelque chose de très différent. Et ensuite, l'histoire de les deux sœurs, la française qui sort de nulle part, qui est hyper jeune, qui arrive avec ses valises aux États-Unis. Oui, juste pour le courage de l'avoir fait, ça les intéressait de connaître mon histoire et de la raconter. Donc moi, souvent on me demande est-ce que ça t'a desservi d'être une femme, d'être jeune ou de pas être française, etc. Non, c'était mes meilleures cartes en fait finalement. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée à faire la différence. D'accord. Génial. Et donc pour conclure, pour toi, tes 3 campagnes RP Média qui pour toi t'ont marqué ces dernières années et qu'il faut retenir quand on est dans cet univers? Des campagnes presse qui m'ont marqué. Non, je dirais que moi, ce qui m'étonne toujours, ou en tout cas ce qui me surprend le plus, c'est comme des fois, il y a des entreprises qui peuvent créer une notoriété en très peu de temps. Et je pense, par exemple, je sais pas, aux artistes sur Instagram ou aux gens qui peuvent éclore et avoir une notoriété très très forte, très très rapidement. Donc, comme une vidéo, par exemple,
peut, en quelques jours, en quelques heures, propulser quelqu'un de complètement inconnu à quelqu'un qui va être suivi par 1 million de personnes. Ça m'impressionne beaucoup. Et il y a beaucoup d'artistes, d'humoristes sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je sais pas, comme cette humoriste Inès Reg, voilà, qui elle, sur une vidéo, elle a fait des vidéos, mais pendant 5 ans, elle-même, elle le dit, des vidéos, j'en ai posté plein, mais cette vidéo-là, voilà, c'est ce qui m'a propulsé ma carrière et qui a fait que, voilà, en quelques jours, j'étais sur tous les plateaux télé, j'étais suivie par 1 million de personnes. Maintenant, peut-être, je crois qu'elle est suivie par 2 millions de personnes. Et ça, je trouve ça, c'est là où on voit le pouvoir des nouveaux médias d'aujourd'hui et à quel point ça peut être très rapide. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui peut être aussi durable. Donc, c'est aussi une notoriété qui est fragile, qu'il faut entretenir, qu'il faut... Donc c'est différent, mais c'est ce genre de campagne-là qui m'impressionne ou qui retiennent parfois mon attention. D'accord. Bon, bah génial. Bah, merci beaucoup Anna pour cette interview et à très vite. Bah, merci.